Je vais vous présenter les différentes intervenantes de cette deuxième table ronde par ordre alphabétique. Donc à gauche de la table, enfin à ma gauche, Wendy Delorme, qui est enseignante et écrivaine. Elle est diplômée d'un master recherche en sciences de l'information et de la communication et elle est doctorante et chargée de cours à Paris 4, Sorbonne. Alors, elle a plusieurs publications à son actif, notamment le roman Quatrième génération, paru aux éditions Grasset en 2007, et le recueil paru aux éditions du Diable Vauvert plus récemment, en mars 2009, intitulé Insurrection en territoire sexuel. Alors, son prochain roman, intitulé Hot, paraîtra aux éditions J'ai lu l'an prochain seulement, en juin 2010. Alors, elle est aussi artiste et régisseuse et elle a conçu et organisé en 2009 avec la réalisatrice Émilie Jouvet, qui est à Paris, et Enna Metzgerei, qui est à Berlin, le Queer X Show, qui est une tournée européenne, un road movie documentaire, avec 7 artistes venus des États-Unis, de France et également d'Allemagne. Donc ce Queer X Show est un film documentaire par Émilie Jouvet et il sortira en 2010. Alors, à ma droite, Hélène Fleckinger, qui est doctorante en histoire et esthétique du cinéma et de l'audiovisuel à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle prépare donc une thèse dont l'intitulé est Cinéma et vidéo saisis par le féminisme, France 1968-1981. Elle est une ancienne allocataire de l'Institut Émilie du Châtelet de 2005 à 2008. Elle enseigne en études cinématographiques et audiovisuelles à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Elle est également membre du conseil d'administration d'Archives du féminisme, fondé à Angers, et de la commission audiovisuelle de cette même association. Et il faut noter qu'elle est la co-initiatrice du projet d'archives audiovisuelles témoigner pour le féminisme qui a été impulsé, si on peut dire, par cette association. Donc ces thèmes de recherche sont donc sans doute ce qu'on a dit précédemment, le cinéma militant, féministe et homosexuel. Pour citer des publications récentes d'Hélène, on pourra citer L'amour est à réinventer, représentation de la sexualité, numéro 18 de l'année 2008 de Contrebande, consacré au cinéma féminin contemporain. Et également, et ça c'est un article à paraître, Histoire d'art et la censure, un moment de la lutte pour la libération de l'avortement dans la revue Documentaire. À paraître donc. Troisième de nos intervenantes de cet après-midi, cette deuxième table ronde, Natacha Leroux, à côté de Wendy Delorme. Natacha est chanteuse, saxophoniste, auteure, compositrice, interprète depuis 19 ans. Elle est aussi professeure de chant en musiques actuelles. Elle est coach vocal, rap et chef de chœur au conservatoire municipal de Pierrefitte-sur-Seine. D'autre part, elle anime des ateliers de chant en direction de femmes victimes de violences masculines à la Maison des femmes de Paris. Et notre quatrième intervenante, Hélène Marquier, à côté de moi, qui est membre du conseil scientifique de l'IEC. Elle est chercheuse en art du spectacle et maîtresse de conférences associée en études de genre à l'université de Paris 8 et également chargée de cours à l'université de Paris 12 et au Smith College à Paris. D'autre part, elle est chorégraphe de danse contemporaine. Parmi ses publications, nous citerons, en collaboration avec Noël Burch, en tant que directrice, Émancipation sexuelle ou contrainte du corps, paru chez l'Harmattan en 2006. Dans les 10 dernières années, est-ce que vous avez noté une évolution en ce qui concerne la représentation de la sexualité et la manière dont l'égalité entre femmes et hommes est traitée dans cette représentation et comment la caractérise... Je vais me concentrer sur 2 types de discours et une catégorie de population que je connais par mon analyse en tant qu'apprentie chercheuse et par mon vécu.
Donc, je vais parler d'une population qui est les lesbiennes. Et je vais parler de deux contextes qui sont la France et les États-Unis, où j'ai voyagé, donc et je vis en France, donc je connais ces deux contextes. En fait, si on considère que les lesbiennes sont une catégorie de population qui existe dans ces pratiques, mais que si catégorisée dans les discours, on peut s'interroger sur la façon dont elles sont représentées à un instant T dans différentes sphères de discours qui vont construire des représentations vraiment différentes. Si on s'intéresse aux années 90, à la publicité, on s'aperçoit que on a deux choses. On a d'une part le porno chic, où on a une érotisation de duos féminins par des marques qui s'adressent au grand public et non pas aux lesbiennes. Et on a par ailleurs la naissance du gay marketing. Donc dans ces deux vulgates publicitaires, on voit apparaître non pas des lesbiennes, mais des duos féminins érotisés d'une part, pour le regard du grand public qui est largement masculin, et d'autre part des duos de femmes pour le regard des lesbiennes. Ce qu'on observe dans les publicités qui s'adressent au grand public, et ce sont souvent des marques de luxe ou de luxe intermédiaire comme Dior, Versace, Sisley, c'est que ces représentations de duos féminins érotisés reprennent en fait les codes de la pornographie. Là, je vous apprends rien parce que vous l'avez vu, ces publicités en fait. Donc, si on les analyse d'un point de vue sémiotique, c'est au niveau de la mise en page, des couleurs utilisées, des points de contact entre les personnages, c'est des points de contact rapprochés, intimes, la main sur le sein, la bouche sur la joue, on est vraiment dans une érotisation. Si on regarde la publicité à destination des lesbiennes, donc dans les magazines gays et lesbiens, surtout aux États-Unis, d'abord ce sont d'autres types de marques, ce ne sont pas des marques de luxe, ce sont des marques d'assurance, ce sont des clubs de vacances, ce sont des services qui s'adressent aux lesbiennes, et là, au contraire, ces représentations véhiculent des valeurs très normatives, comme la complicité, l'amitié. Les personnages représentés ne sont généralement pas érotisés, et les points de contact entre les personnages sont de l'ordre de la distance sociale, semi-rapprochée, rarement rapprochée. Donc là, ça va être la main sur le bras, ou alors on est côte à côte, on pose avec un enfant, ou alors on est à deux sur une bicyclette. Et ce qu'on voit, en fait, c'est des valeurs plutôt normatives de type non érotique. Parallèlement à ça, on a dans la pornographie beaucoup de représentations de femmes qui font du sexe ensemble, en général pour le regard masculin. Donc ce sont des scènes où deux femmes vont jouer en fait une scène de préliminaire avant que le mâle arrive pour s'occuper de tout. Et on a une production alternative qui est celle et on n'a pas attendu les années 90 pour ça aux États-Unis, ça commence dans les années 70 avec Fatal Media, avec Deborah Sandall, avec Nan Kinney. Ce sont des femmes qui sont lesbiennes et qui font des pornos entre femmes pour des femmes. Voilà. Et en France, ça arrive beaucoup plus tard. On a une réalisatrice qui s'appelle Émilie Jouvet, avec qui je travaille depuis plusieurs années, qui décide de faire un premier porno avec des lesbiennes et des trans, à destination des lesbiennes et des trans, et qui s'inscrit dans une démarche qui est plutôt... Éric Fassin parlait tout à l'heure de la dimension ethnographique des récits sexuels qui sont publiés ces dernières années. C'est un peu la démarche d'Émilie Jouvet, en fait. Elle ne fait pas appel à des acteurs ou à des actrices. C'est une fille qui, à un moment donné, n'a pas de moyens financiers ni techniques pour réaliser ce film, mais qui se balade dans les milieux lesbiens et qui dit « Je veux faire un porno, qui veut participer ?» Les gens qui participent à l'aventure de ce premier film explicite, ce sont des gens, j'ai envie de dire comme vous et moi, qui se sont dit « Je ne suis pas représentée, ma sexualité n'est pas représentée dans le porno, je veux, moi, faire acte de représentation. » Donc pour conclure rapidement, ce que j'observe, et j'ai que 30 ans et j'ai pas un regard... j'ai pas le recul nécessaire ni le regard historique sur la question, lié à mon âge en fait, c'est que j'observe qu'à chaque fois qu'une représentation médiatique dominante s'inscrit dans une sphère de discours, que ce soit la pornographie, la publicité, les médias, etc., se créent des contre-discours. Et pour moi, c'est vraiment lié à la culture lesbienne et féministe, qui est celle du do-it-yourself. Si tu n'aimes pas les représentations qui te concernent, si tu n'aimes pas la façon dont ta population est représentée dans le champ médiatique, tu crées tes propres représentations. D'être très brève dans ma réponse à cette question, en m'attachant spécifiquement à la pratique développée en France par les femmes cinéastes, dont l'affirmation me semble le phénomène majeur de ces 10 dernières années. Donc là, je vais parler plutôt des films sortis en salle non X. En 1976, l'écrivaine et cinéaste Nicole Bernheim écrivait « Femme au lit », pas à la caméra en tout cas, « Femme, tu es objet, non sujet ». Et quand tu vas au cinéma, tu te vois comme il te désire, comme il t'imagine. Image permise, image imposée. Non. Changez. S'il vous plaît, changeons tout cela, écrivons le nouveau scénario.
Eh bien, ce nouveau scénario, moi, il me semble justement que les cinéastes contemporaines l'ont bien écrit et qu'elles continuent de le faire de façon très personnelle en écrivant leurs propres désirs. Elles ont véritablement provoqué un bouleversement des représentations et notamment évidemment des représentations des sexualités que les réalisatrices des années 70 appelaient déjà de leur vœu et elles se sont saisies toujours plus nombreuses de la caméra. Le mouvement se confirme au cours des années 80 et il prend une ampleur inégalée dans les années 90 avec l'arrivée d'une nouvelle génération de jeunes cinéastes. Et les cinéastes contemporaines témoignent, me semble-t-il, justement d'un intérêt affirmé pour les sujets ignorés voire tabous et la sexualité telle qu'elle est vécue par les femmes s'affirme précisément comme l'une de leurs préoccupations majeures, si ce n'est de prédilection. Donc elles sont extrêmement rares parmi les femmes cinéastes de cette jeune génération à ne pas se confronter à la question de la sexualité dans leur filmographie, avec souvent la revendication non voilée d'un droit des femmes au plaisir sexuel. Donc c'est une façon claire de modifier l'ordre des désirs qui prévalait jusqu'alors et de montrer enfin le monde et les relations sexuelles à travers le regard des femmes. Les cinéastes contemporaines proposent une vision nouvelle de l'articulation entre identité, sexualité et amour, une vision qui est certes évidemment hétérogène, mais qui tranche avec la vision des hommes et qui pose la question de l'égalité. Alors je parle ici, là, pour la réponse à cette question, des représentations de l'hétérosexualité, mais il faut déjà signaler, et j'y reviendrai tout à l'heure, que l'homosexualité, plus spécifiquement le lesbianisme, a pris une importance croissante dans la filmographie des cinéastes contemporaines. Alors les années 70 avaient déjà investi la question sexuelle en dressant notamment des portraits de femmes émancipées qui étaient rebelles à l'ordre patriarcal, qui s'affranchissaient progressivement sur le plan sexuel. Et il me semble que c'est dans une filiation évidente avec ces pionnières qu'on peut constater que les 15 dernières années ont vu se multiplier les personnages féminins forts, dont la quête d'identité passe par l'affirmation de leur autonomie sexuelle. L'attention va être portée sur des personnages de femmes dont on suit les aventures et dont on adopte le point de vue. Et si les situations, là encore évidemment, et les arguments varient, il y a quand même l'idée qui s'impose au cinéma que le corps des femmes leur appartient, donc dans la lignée des années 70, et qu'elles sont libres d'en disposer. Donc, je vais citer un film qui me semble représentatif, qui me semble vraiment actualiser ce modèle. C'est La Nouvelle Ève de Catherine Corsini, qui date de 1999. C'est l'histoire donc de Camille, qui est une trentenaire épanouie à la recherche du plaisir, célibataire avide d'expérience et d'aventure, qui est interprétée par Karine Viard, et dont le prénom évidemment est à la fois masculin et féminin, et qui donc multiplie les conquêtes sexuelles et qui dénigre la vie rangée des couples. Donc elle bouleverse la bienséance et la bien-pensance, Donc on pourrait croire que cette nouvelle Ève est tout à fait émancipée et concrètement, évidemment c'est plus compliqué, mais on y reviendra dans le débat. Je dirais simplement qu'il y a un certain nombre quand même de récurrences qui me semblent frappantes dans ces représentations du désir féminin par les cinéastes contemporaines. C'est aussi un schéma assez classique somme toute, à savoir une femme qui est le plus souvent mariée ou en couple, découvre ou redécouvre le plaisir sexuel avec un homme, dont la rencontre bouleverse la vie en même temps que ses sensations. C'est souvent aussi le thème de l'infidélité, en fait, à travers ces films qui est raconté dans des registres qui vont de la comédie jusqu'au drame. Et le schéma que j'ai pu constater donc à travers l'étude d'un corpus assez large est toujours un petit peu le même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est finalement prête à tout quitter pour son amant, mais elle recule finalement et c'est à la fin le couple légitime qui est reformé. Donc on pourra interroger cette question de la subversion ou non de ces figures. Donc tout d'abord et en préambule de ma contribution à ce colloque, je voudrais vous chanter 2 courts extraits de chansons qui selon moi illustrent bien la représentation de la sexualité dans la variété française aujourd'hui. Alors les auteurs, compositeurs et interprètes de ces 2 chansons, une femme et un homme, sont tous 2 parmi les plus médiatisés et connus des Français. Donc pour le premier exemple, je vais me lever. Je laisse la lumière allumée et je garde mes chaussettes. Je vais l'allumer jusqu'à ce qu'elle soit couchée, qu'elle voie des clochettes. En vitesse, en finesse, je t'offre une pilule anti-stress. Excuse-moi, miss, laisse-moi dégrader tes petites fesses. J'adore les petites coquines avec des couettes et des fossettes. Je te rends misérable, tes copines vont t'appeler Cosette. Le lendemain matin, elles en redemandent, se mettent à trépigner. Mais ferme ta gueule ou tu vas te faire Marie Trintignée. Je respecte les schnecks avec un QI en déficit. Celles qui encaissent jusqu'à finir handicapées physiques. J'aime les chattes qui ne datent pas d'hier et celles qui n'ont pas le bac. Après rapport, tes lèvres seront nettement moins compactes. J'aime les pommades car leur couleur fait ressortir le sperme.
J'aime les moches parce que j'ai pas besoin de leur dire je t'aime. J'aime les blondes quand elles sont bâillonnées. Je conclus toujours une pénétration comme Rooney avec la balle au pied. Parce que l'amour rend aveugle, tu vois trouble après les jacques faciales. Sans moi dans ton estomac, t'es belle comme une double anale. Je suis romantique, suce ma bite pendant que je regarde le foot et tape un rail de sperme avec mon foutre. Viens bébé, on va tester mes nouvelles MST. Deuxième exemple. Je vais m'asseoir. Je vais prendre le micro, le pied de micro. Tu es ma cam, tu es mon genre de délice, de programme. Je t'aspire, je t'expire et je me pâme. Je t'attends comme on a dans la manne. Tu es ma cam, quand tu pars c'est l'enfer et ses flammes. Toute ma vie, toute ma peau te réclame. On dirait que tu coules dans mes veines. Tu es ma cam, je me sens renaître sous ton charme. Je te veux jusqu'à en vendre l'âme. À tes pieds, je dépose mes armes. Donc la chanteuse, vous l'aurez reconnue peut-être, c'est Carla Bruni. Et son morceau « Tu es ma cam ». Carla Bruni, qui au-delà d'être chanteuse, est également, comme vous le savez, notre première dame de France, et qui offre aussi une représentation à ce titre de la sexualité. Il me semble intéressant de noter qu'elle était en 2008 en 34e position dans le classement des meilleures ventes de disques en France, après Mylène Farmer, qui est 12e. Les artistes françaises étant juste 4 dans le top 50 des meilleures ventes. Quant à l'artiste masculin, c'est bien sûr Orelsan et son morceau Saint-Valentin, qui a remporté un honnête score concernant les téléchargements auprès des jeunes, qui est également en couverture de Technicart de juin 2009, avec ce titre éloquent Orelsan, ni brut ni soumis, qui est la révélation hip-hop 2009 pour le journal Les Inrocks, qui est aussi nominé aux MTV Awards et au prix Constantin, et comparé à Rimbaud par notre ministre de la Culture. On peut lire par ailleurs à propos de celui-ci sur Internet, Orelsan est conscient de risquer la censure. Une telle mesure est même fortement souhaitée par son plan marketing. On peut d'ores et déjà noter que la misogynie offre dans le monde musical français des perspectives de carrière que n'offre définitivement pas le féminisme. Vous avez d'une part donc une chanson d'un artiste masculin qui offre la représentation d'une sexualité violente avec une vision dégradante des femmes, et la chanson d'Orelsan caractérise selon moi de ma part ma connaissance des musiques actuelles, puisque je suis prof de chant en Seine-Saint-Denis et coach vocal rap, une recrudescence des violences physiques à l'encontre des femmes dans la représentation de la sexualité hétérosexuelle dans les textes de chansons. Les textes de ce type sont légion et je vous en épargnerai d'autres exemples. De l'autre, nous avons une femme aliénée qui compare ses relations amoureuses et sexuelles à l'usage d'une drogue dure, qui l'amènerait comme usagère dans une situation de dégradation et de dépendance qu'elle choisirait délibérément. Ce texte fait également très largement écho au travail que je mène dans les ateliers chant avec des femmes victimes de violences conjugales, vous pouvez l'imaginer. Mais ces deux exemples sont également très symptomatiques de l'influence de ces rapports sociaux de sexe dans l'expression vocale elle-même. On observe effectivement chez Carla Bruni une tendance à cultiver ce que j'appelle la voix téléphone rose, ou la voix tombée du lit, inaugurée par Jane Birkin, c'est-à-dire du point de vue de la technique vocale, une voix non travaillée, à très faible amplitude de volume, avec des fuites d'air au niveau des cordes vocales par un manque de soutien abdominal caractéristique. Caractéristique d'un manque de tonicité et d'assurance, censé représenter l'abandon, la faiblesse, la fragilité, la soumission, la lascivité, bref, une certaine passivité. Concernant la technique vocale d'Orelsan, c'est pas la peine de vous la décrire, nous avons affaire à une psalmodie avec une émission vocale affirmée et soutenue, d'amplitude vocale importante, accentuant l'articulation des consonnes pour augmenter l'impact agressif et sonore des paroles, à la différence de Carla Bruni qui aura tendance à gommer les consonnes. Donc, les voix, et juste pour finir, je voudrais juste, toujours pour finir sur ce constat de la musique, enfin de l'image de la représentation dans la chanson française actuellement, je dirais que les voix puissantes et timbrées de chanteuses sont très peu valorisées en France depuis ces 10 dernières années. Vous noterez qu'il n'y a pas vraiment de grandes voix dans la variété française, grand public, que la plupart sont d'origine, la plupart des voix francophones sont d'origine québécoise.
qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut quand même, on est quand même en droit d'admettre que entre Carla Bruni, la voix de Carla Bruni, et Céline Dion ou Céline Dion ou Diane ou Linda Lemay, il y a quand même une différence de technique vocale, mais que l'on voit malgré tout le seul secteur de la musique française où on voit des voix, des vraies voix, je veux dire des voix travaillées avec timbrées, avec une émission vocale quand même un peu plus affirmée, c'est du côté des jeunes chanteuses métisses ou issues d'émigration, comme par exemple Amel Bent ou Kazé, qui selon moi transgressent beaucoup, qui d'une certaine manière transgressent un petit peu ces représentations, tout en n'étant pas non plus très explicites quand même dans leur texte. Voilà. Merci beaucoup. Au champ que j'ai plus particulièrement étudié d'une certaine danse contemporaine et performance en France, particulièrement médiatisée dans les circuits spécialisés et identifiée comme avant-gardiste. Dans la discussion, éventuellement, je pourrais parler des autres courants, du classique, du jazz, etc., etc. Des changements sont apparus dans les années 90 où la question des genres, des identités sexuelles et des sexualités est devenue une thématique récurrente, extrêmement porteuse, une sorte de culture de groupe qui sert de marqueur à une communauté à la fois d'artistes et d'intellectuels qui gravitent autour. Le chercheur Roland Huesca parle de la queer attitude d'une certaine danse contemporaine actuelle. C'est une attitude qui se caractérise d'une part par une prolifération de discours faisant référence aux théories postmodernes et queer. On parle d'identité post-identitaire, de post-psychopornographique, d'une danse rupture ou l'antipassé comme avant-garde. D'autre part, qui est caractérisée par un focus quasi exclusif sur l'apparence. L'expression « jeu de genre » revient constamment. Les productions les plus visibles et aussi les plus diffusées sont celles des hommes, mais on trouve un certain nombre de femmes appartenant à cette queer attitude. Principales caractéristiques. D'une part, ces jeux de genre sont fondés sur, je l'ai dit, le discours et l'apparence et font disparaître la question politique des rapports sociaux de sexe qui, sur scène, reste tout à fait normatif et pas questionné. Bien plus normatif que dans certains spectacles de néoclassique, par exemple. Deuxièmement, malgré les références postmodernes et les identités post-identitaires, tout ça n'a jamais été aussi encadré par les modèles représentés qu'on reconnaît, qui sont stéréotypés, et aussi essentialisés. Le focus sur l'apparence, l'individu, l'instantané aussi, ici et maintenant, exclut un travail sur l'incorporation des normes qui se fassent dans les corps et aussi sur les relations entre les personnes. On note aussi une très grande confusion entre genre et sexualité. Le genre dérape toujours dans la sexualité, qui va glisser dans l'homosexualité masculine, laquelle va aboutir dans le travestissement. Par exemple, un programme nous annonce un spectacle décapant qui va déconstruire l'hétérosexualité normative, avec citation à l'appui de Foucault, Derrida, Butler, et on voit des hommes travestis en stéréotypes de femmes, perruques, talons aiguilles, collants résille et mini-jupes, censés représenter une identité gay, et des femmes travesties en femmes, la même perruque, la même mini-jupe, les bas résilles, les talons aiguilles. Les représentations sont profondément dissymétriques. La transgression des genres comme des orientations sexuelles demeure le privilège quasi exclusif des hommes, lesquels parlent de construction ou de quête d'une identité masculine, tandis que pour les femmes, il est question de dévoilement, donc implicitement une essentialisation qui passe toujours par la sexualisation des attitudes, avec d'une part la bombe sexuelle et le retour de la pauvre petite chose, alors là aussi façon Jane Birkin, qui avait disparu jusque dans les années 2000 de nos scènes. Enfin, dernier point, la transgression, la subversion, la radicalité sont des termes récurrents et des termes vendeurs. C'est un label, genre et sexualité devient un label de subversivité. Par exemple, le même Roland Huesca parle de chorégraphes de la marge, je cite, en citant des chorégraphes qui se revendiquent comme homosexuels, mais qui
sont parmi les plus subventionnés et les plus diffusés sur le marché. On parle de déconstruction, mais on n'a pas de construction. Et là, je rejoins ce que disait Anne tout à l'heure, c'est-à-dire que la construction, c'est ce qui serait la liberté et aussi la création artistique. Pour terminer, je dirais que cette radicalité de déconstruction se borne le plus souvent, en général, à renforcer des normes qu'elle prétend déconstruire, y compris, par exemple, pour les gays, ou refaire un discours sur l'homosexualité en représentant toujours le modèle de l'efféminé, du travesti, sur des scènes devant un public d'une certaine élite. Je ne suis pas sûre qu'on déconstruise réellement les normes. C'est finalement le fait que nous sommes dans une situation extrêmement contradictoire. C'est-à-dire qu'à la fois, depuis 10 ans, semble-t-il, il y a quand même une capacité à, comme disait Wendy, à fabriquer des contre-discours et à ce que les acteurs se multiplient. Ça, on en a déjà parlé dans la première table ronde à propos de la multiplication des médias, qui fait qu'il y a des possibilités d'intervention qui sont démultipliées, et ça, nous ne pouvons évidemment que nous en réjouir. Et ça permet du coup à des discours minoritaires d'émerger, mais que, en même temps, alors je ne veux pas jouer trop la bourdieusienne, mais qu'il y a une capacité à reconfigurer la domination qui est toujours là, hein, et en particulier, évidemment, dans les expressions les plus contemporaines et les plus jeunes, hein, on va dire, comme le rap, c'est particulièrement frappant, puisque c'est un des lieux, au fond, les plus violents actuellement de la réaffirmation. Quand je dis les plus violents, c'est pas une image, hein, les plus violents de la réaffirmation de la domination masculine. Et qui parvient à se faire passer pour quelque chose de sauvacif. C'est quand même merveilleux. Hein. Donc, le témoignage de Natacha et celui d'Hélène confirment que, effectivement, la domination masculine a plus d'un tour dans son sac et que ça demande, effectivement, de la part des acteurs de terrain, une inventivité et une vigilance de tous les aspects. Pouvez-vous donner un exemple d'œuvre touchant à la sexualité qui constitue, selon vous, une subversion de l'ordre dominant des sexes? Plutôt que de parler d'une œuvre, je vais parler d'une contre-culture qui part d'un même constat et qui se divise dans deux intentions différentes. Cette contre-culture-là, c'est celle du porno alternatif que je vais appeler queer pour faire vite. Le constat que font les gens qui font du porno alternatif queer, c'est qu'on a un manque de diversité dans les représentations. Même si avec Internet et les pratiques de porno fait maison, en fait, on a ça pullule. Mais au niveau de l'industrie et de ce qui se passe dans la production pornographique, ces acteurs-là se disent voilà, nous on n'est pas représentés, on ne se sent pas représentés. Donc c'est un même constat, un même mouvement. Par contre, il y a deux intentions différentes. Il y a ceux et celles qui veulent donner à voir au grand public d'autres représentations, d'autres corps, qui se disent bah dans le porno finalement il n'y a pas de gros, il n'y a pas de grosse, il n'y a pas de moche, il n'y a pas de de moche selon les critères de beauté capitaliste contemporain. Il y a des personnes de couleur, mais en fait c'est toujours dans un contexte assez postcolonialiste. Il n'y a pas de personnes âgées, etc. Donc c'est des gens qui se disent voilà, moi je vais faire des représentations pour montrer au grand public d'autres formes de sexualité. Et quelque part là, on assiste à une sorte de, j'ai envie de dire d'échec, parce que ce porno-là, il va toucher qu'un public finalement minoritaire. Donc, ce qu'on a dans le deuxième mouvement, enfin dans la deuxième intention, c'est des gens qui décident de se donner à voir entre soi des représentations dans lesquelles ils se reconnaissent mieux. Là, je peux citer surtout des réalisateurs et des réalisatrices américaines. Donc, il y a Morty Diamond qui fait la série, qui a fait le film Tranny Fags, qui met en scène en fait des personnes transsexuelles female to male qui font du sexe entre eux. Donc ça, c'est quelque chose que dans le porno mainstream on voit très peu. Quand de l'autre côté, donc du côté des gens qui veulent donner à voir au grand public d'autres représentations d'autres corps, on a Buck Angel. Je ne sais pas si vous êtes familière du travail de Buck Angel, qui est lui aussi un female to male transgenre et qui lui tourne dans tout type de production porno avec des hommes, des femmes, des trans, etc.
Dans l'intention 2, donc se donner à voir entre soi des représentations dans lesquelles on se reconnaît, il y a il y a Nofo, qui est un site américain en fait, où il faut souscrire et s'abonner pour pouvoir voir des scènes pornographiques tournées par des lesbiennes et des trans. Et en fait, ce qui caractérise l'intention de se donner à voir entre soi des représentations dans lesquelles on se reconnaît, c'est la logique dont je parlais tout à l'heure, qui est celle du do-it-yourself. On fait soi-même, on fait sans moyens techniques, on fait avec des gens dont c'est pas le métier. Et tout ça crée une sorte de culture alternative que j'appelle la contre-culture, dans une économie qui est souvent bancale. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les gens qui réalisent ces pornos-là sont des gens qui sont souvent au RMI, qui réalisent avec des caméras mini DV, leurs assistantes lumière c'est des lampes de poche, etc. Mais ça participe en fait de la création de productions alternatives. Donc parmi les gens que j'ai envie de citer, il y a Morty Diamonds, Émilie Jouvet dont je parlais tout à l'heure, il y a Catherine Coringer, il y a Fleusif. Et les 3 dernières que je viens de citer, elles sont en France en fait. Donc tout ne se passe pas aux États-Unis. Tout à l'heure que l'affirmation et la radicalisation du désir féminin me semblaient la caractéristique principale de l'évolution des représentations de la sexualité au cinéma là, depuis une quinzaine d'années. Or, parmi ces représentations se détache celle encore trop rare d'un désir dissident, le désir lesbien. Et c'est sa représentation qui aujourd'hui me paraît à l'origine des œuvres les plus subversives à l'égard de l'ordre dominant des sexes, en tant qu'il entre en contradiction avec l'ordre hétéropatriarcal. Alors, dès 73, on a une œuvre évidemment fondatrice comme Je tue elle de Chantal Akerman, film dans lequel elle ose se filmer en temps réel pendant 20 minutes en train de faire l'amour avec une autre femme. Mais depuis donc une dizaine d'années, on a une nouvelle génération de femmes qui va s'attacher à filmer ouvertement en fait le désir lesbien. Et j'ai choisi donc d'évoquer une œuvre spécifique qui est celle de Sylvie Balliot, qui est malheureusement encore trop méconnue mais qui mérite l'attention. Elle se tourne vers la réalisation au début des années 90 et s'attache à saisir les corps mouvants et désirants de femmes pour d'autres femmes dans un souffle vital et sensuel d'une rare puissance qui déroge radicalement à l'ordre sexuel dominant. Elle a réalisé principalement 4 courts et moyens métrages. Tu crois qu'on peut parler d'autre chose que d'amour en 1999. 2 films de fiction qui s'appellent Alice en 2002 et puis également Tel père, telle fille récemment en 2007. Et ce qui m'importe, c'est surtout d'insister donc sur sa motivation. Pour Tel père, telle fille en 2007, elle explique que son intention était de filmer aussi pour les femmes le droit à une sexualité sans détour, même crue, mais sans pour autant tomber, dit-elle, dans une pornographie désérotisée. Elle voulait finalement montrer dans ses films que la sexualité lesbienne peut être puissante et radicale. Et j'insisterai surtout sur un de ces films qui date de 2007 aussi et qui est celui-ci un documentaire de tendance expérimentale et qui s'appelle Love and Words. Donc la réalisatrice s'y filme sous la forme proche d'un journal intime. Elle est partie au Yémen pour filmer une femme yéménite qui déclarait, je la cite, « La femme ne s'appartient pas, elle n'a pas le droit d'aimer ». Et le tournage a été obligé d'être arrêté car il mettait la vie de cette femme en danger. Elle était la réalisatrice et la femme qui devait être filmée. Elles étaient toutes les deux surveillées par la police et elles ont été obligées donc d'arrêter le tournage. Ce film-là devient donc un film essai sur l'échec de ce premier tournage et la rencontre avec une autre femme avec qui elle noue une histoire d'amour, donc c'est sa traductrice, dans un pays où l'homosexualité est punie par la peine de mort. Et le propre de ce film est d'entrecroiser un questionnement sociologique, politique et un vécu intime, et les 2 trames vont s'entrechoquer. Elle va d'une part interviewer un certain nombre de jeunes yéménites qui vont parler de la sexualité malgré leur gêne et aussi de la question de l'amour et du couple, et d'autre part elle va elle-même filmer sa relation d'amour avec la traductrice, donc une relation cachée. Et Sylvie Balliot travaille cette tension qui existe entre la passion que les 2 femmes vivent pleinement et le secret auquel elles se trouvent condamnées dans une société musulmane respectueuse de la charia. Donc ce qui m'intéresse et ce que je trouve pour ma part subversif donc, dans ce film, c'est, et là je cite Sylvie Balliot, l'affirmation du désir comme un geste politique, sa manière finalement de parler d'amour en parlant de sexe, mais aussi de parler de politique en parlant d'amour. Et en ce sens, la caméra de Sylvie Balliot me semble renvoyer à des pratiques relevant, disons, des années 70, puisque selon une sorte de subjectivité militante, elle va affirmer la dimension politique du sexe et de la sexualité, finalement donc dans la droite ligne du mouvement de libération des femmes, donc le personnel et politique, et aussi du Front homosexuel d'action révolutionnaire. Donc le primat va être
donné à l'expression intime, mais sans jamais oblitérer les questions sociales, politiques, avec un point de vue féministe. C'est donc du côté, me semble-t-il, de cette politisation de l'intime que se situe véritablement la subversion de la pratique de Sylvie Balliot. Et on voit bien évidemment à quel point les représentations qu'elle propose des corps et du désir lesbien sont des représentations aux antipodes des représentations qui ont cours dans le cinéma masculin voyeuriste, dont quelqu'un comme Brissot est un des pires représentants, et j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et sans parler évidemment des représentations qu'on croise dans le cinéma pornographique hétérosexuel, où évidemment les canons sont masculins et où les scènes avec des lesbiennes sont un passage quasiment obligé pour la satisfaction voyeuriste du spectateur masculin. Malheureusement, je vais apparaître un peu comme le parent pauvre de l'art, mais je vais faire un peu ma misérable. Nous devons absolument considérer la dramatique sous-représentation de l'expression des femmes, compositrices, auteurs et instrumentistes dans le monde musical français. Et d'ailleurs, je citerai Patricia Atkins Chiti de la fondation italienne Donne in Musica, qui, je cite, en l'an 2002, disait donc en l'an 2002, bien que nos gouvernements aient signé une série de traités internationaux sur les politiques culturelles et l'égalité des chances pour les femmes, moins de 5% de toute la musique présentée au public par des organismes qui bénéficient de subventions de l'État a été composée par des femmes. Donc on peut dès lors considérer que tout un pan de l'expression musicale de la sexualité n'est pas exprimé du fait tout simplement du monopole de l'expression musicale des hommes. On pourrait pourtant attendre des femmes ayant obtenu une reconnaissance institutionnelle pour leur qualité musicale par l'obtention d'un diplôme d'école supérieure de musique, que celles-ci puissent au moins s'en faire le relais. Mais là encore, on retrouve ces musiciennes de haut niveau dans des métiers de l'exécution et de l'enseignement. Juste à titre d'exemple, des études faites ces 2 dernières années sur les 2 conservatoires supérieurs de musique de Paris montrent que 2/3 des femmes sont devenues enseignantes. Il faut lire d'ailleurs concernant ces questions-là les travaux de la brillante chercheuse Hyacinthe Ravet qui travaille en France à l'Observatoire musical français. Donc dans les musiques populaires, il s'opère une ségrégation qui cantonne les femmes dans les métiers de chanteuses-interprètes. Il est d'ailleurs intéressant de relever que l'audition de recrutement des musiciens dans les orchestres symphoniques se fait derrière un paravent. Or, on imagine mal un tel procédé dans les musiques actuelles, ou musique amplifiée, où la qualité vocale de l'interprète féminine importe quasiment moins que son physique, comme nous le voyons dans l'exemple de Carla Bruni, ex-mannequin. L'artiste doit être jeune, belle, doit d'ailleurs presque savoir mieux danser que chanter, d'autant qu'aujourd'hui on a mis au point des procédés technologiques très avancés pour corriger la justesse des voix. Exciter le mâle, modeler la femelle, la musique fait mal lorsque le business s'en mêle. La prérogative obligée des chanteuses et musiciennes est d'être avant tout des entremetteuses à la sexualité hétérosexuelle, ce qui correspond encore à la figure éculée de la chanteuse prostituée et courtisane. On pense notamment aux chirates du Maghreb, ces prostituées chanteuses qui ont d'ailleurs par ailleurs donné naissance au rail, mais sans oublier quand même qu'on leur a pas accordé la maternité de ce courant musical. Alors qui des artistes de ces dernières années ont su donner une image musicale affranchie de cette hétéronormativité dictée par les hommes? Il faut malheureusement se tourner vers les États-Unis pour y voir apparaître ces dernières années un mouvement musical de femmes qui tente de subvertir cet état de fait. On nomme ce courant le mouvement Riot Girl. Il est le fait de jeunes femmes qui décident de créer des groupes le plus souvent exclusivement composés de femmes, revendiquant de jouer d'un instrument sans avoir appris à en jouer et chantant des textes féministes. C'est un mouvement à la croisée du punk et du rock alternatif, où la musique importe moins que toutes les conditions mises en œuvre à son élaboration et à l'expérience esthétique du rapport émetteur-récepteur, induite par les différences de genre, même si le choix du punk n'est pas anodin quand même par rapport à l'esthétique musicale traditionnelle dévolue aux femmes. Nous sommes des groupes de musique exclusivement féminins, nous jouons une musique que nous ne sommes pas autorisés à jouer, nous mettons en œuvre les moyens de la jouer, autoproduisons et distribuons nos propres disques dans nos labels, Mr. Lady Records, Chainsaw Records, Candy Ass Records, et nous créons nos propres festivals de musique appelés Lady Fest, où nous nous produisons. Des centaines et centaines de groupes naissent de cette dynamique, mais très peu obtiennent une reconnaissance de l'industrie du disque. Il faut constater que nombreuses de ces musiciennes se revendiquent haut et fort comme lesbiennes. Je vous citerai juste un paragraphe d'une chanson qui a été un petit peu le leitmotiv de ce mouvement, qui est une chanson du groupe Bikini Kill. When she talks, the revolution is coming. In her hips, there's revolution. When she talks, I hear revolution. In her kiss, I taste revolution. Donc je pense que vous parlez... Bon. Quand elle parle, la révolution arrive. Sur ses hanches, il y a la révolution. Quand elle parle, j'entends la révolution. Dans son baiser, je goûte la révolution.
Par contre, il faut relever que très peu de ces musiciennes sont issues des communautés noires, asiatiques ou chicanas, ce qui est selon moi dû à la précarité des parcours professionnels qui nécessitent de bénéficier de ressources propres. La musique n'étant pas source de revenus, elle est un luxe que toutes ne peuvent pas se permettre. Mais il faut également noter que dans ce courant, ce courant de musique a aussi également donné naissance enfin, elles ont pris en charge la question de la transmission dans le féminisme, puisqu'elles organisent actuellement des festivals, workshops exclusivement destinés aux adolescentes. Donc des festivals où il y a des ateliers, des concerts et tout ça, mais vraiment non mixtes pour les adolescentes. Donc si ce mouvement, et je terminerai là-dessus, si ce mouvement a réussi à se faire connaître d'un certain public en France ces dernières années, il n'a pas, contrairement à d'autres pays d'Europe comme l'Allemagne, son équivalent français. Il faut sûrement en imputer la faute à l'absence de culture de la non-mixité et du séparatisme dans les milieux féministes et lesbiens français, et à l'absence d'une culture des musiques amplifiées dans l'éducation musicale des jeunes dans les écoles. Dans le champ de l'art contemporain, il faut bien voir que subversion et avant-garde sont liées par définition et se servent de caution mutuelle, avec une confusion constante entre subversion, transgression et choquer le bourgeois. La transgression est une valeur en elle-même, indépendamment du contenu, exactement comme dans le champ de la publicité. Or, comme le disait d'ailleurs très bien Bataille, si je veux demeurer dans la transgression et si je veux afficher que je suis subversive, j'ai besoin de montrer et de préserver les codes. Autrement, je serai plus transgressive et on ne verra plus que je subvertis. Donc, je pense qu'il y a là le nœud qui fait que la plupart des productions ne sont pas réellement subversives. Deuxième point, c'est la question du contexte. Aucune œuvre n'est transgressive ou subversive comme ça en soi, en dehors d'un contexte. Je donnerai 3 exemples. Premier exemple, en 2003, une chorégraphe fait distribuer des jumelles au public du Centre Pompidou afin de pouvoir mieux observer à un moment donné du spectacle le sexe des danseuses. Attention, pas des danseurs. Ils ont gardé leurs pantalons. Le public est constitué à 50% de personnes du milieu chorégraphique, le reste étant constitué d'habitués du Centre Pompidou. On est donc très loin du contexte des performances des années 1970, comme par exemple de celle de Valley Export en 1969. Exemple 2. 2006-2007, dans un lieu alternatif très branché, situé dans une banlieue plutôt défavorisée, un chorégraphe performeur diffuse par haut-parleur dans la rue le récit de la découverte de son homosexualité, de ses travestissements, etc., etc. La rue est bordée de foyers et comme il fait beau, elle est remplie de travailleurs émigrés d'Afrique noire. La question est, qui cherche-t-on à choquer, à part moi qui passais par là? Et comme précédemment, quel est le sens politique de cette performance? Troisième exemple qui est plus intéressant. En 2007, le Théâtre de la Villette présente Nightshade, un spectacle où 7 chorégraphes contemporains présentent successivement 7 striptease interprétés par des professionnels du striptease. Pendant une pause, juste avant la chorégraphie de Katerina Sagna, une petite fille d'une dizaine d'années va quitter son fauteuil, elle monte sur scène. Un régisseur arrive, il intervient, il parlemente, il veut la faire descendre, elle ne veut pas descendre, il la bouscule, elle tombe sur le sol. Le rideau descend et coupe son corps à peu près à moitié, on ne voit plus la tête, et le striptease va commencer. C'est esthétiquement extrêmement réussi, techniquement parfait, c'est une professionnelle, symboliquement extrêmement violent. On a vraiment une déconstruction de l'univers glamour du striptease et de notre voyeurisme du public. Du moins, c'est ce que moi j'ai vu, les amis qui étaient avec moi et au moins une journaliste. Mais le reste du public, et j'ai écouté le public, il a adoré. Il a adoré parce que, comme l'a écrit un autre journaliste, c'était le seul des 7 striptease qui était vraiment érotique. Et donc, ça pose la question du contexte. Katerina Sagna n'a certainement pas voulu faire un travail érotique, mais réellement montrer autre chose. Elle a parfaitement réussi sa pièce et en même temps, elle l'a peut-être complètement ratée par rapport à la réception. Et je dirais que la question du contexte est essentielle si on veut donner un sens politique au spectacle. Alors mes 2 noms maintenant, s'il me reste 1 minute, je dirais Lloyd Newson,
compagnie Deviate, chorégraphe anglais, très engagé politiquement, et notamment, mais pas que, pour les droits des homosexuels, et qui met vraiment en cause la domination masculine, la construction masculine et la virilité. Et puis, le travail de la québécoise Marie Chouinard, au moins jusque vers 2006, qui ne se revendique absolument d'aucun engagement, mais dont les représentations de la masturbation féminine, par exemple, ou des copulations multiples avec partenaires, etc., sont vraiment particulièrement réjouissantes, puisqu'on n'y voit pas de genre, on repère bien, les danseurs ont des sexes, il y a les femmes, il y a les hommes. La danse est très physique, mais absolument pas genrée, c'est-à-dire que tout le monde a la même corporité, la même façon de bouger, et c'est très drôle, et il n'y a pas de normes. Côté de la subversion, les choses sont quand même compliquées, hein. Ce que nous disent nos 4 intervenantes, c'est que soit il faut renoncer à atteindre un public au-delà de l'entre-soi, hein, c'est un peu ce que nous dit Wendy. Donc effectivement, pour nous qui essayons d'avoir une posture politique par rapport à ces questions des rapports hommes-femmes et des sexualités, au fond, ça nous renvoie à la difficulté pour les représentations artistiques et culturelles d'être subversives au-delà des convaincus, on va dire. Hein. Ce que confirme Hélène Fleckinger, puisque les exemples qu'elle nous donne aujourd'hui d'une cinéaste qu'elle juge subversive, c'est encore effectivement un cinéma, Hélène, vous ne me contredirez pas, relativement confidentiel. Hein? Oui. Donc le fait que vous nous donniez un exemple de ce type confirme qu'effectivement il y a une difficulté à franchir les limites assez étroites de ceux et celles qui sont au fond déjà sur l'autre versant, hein, et que politiquement c'est pas très réjouissant. Hein. Natacha, je pense, ne nous dit pas le contraire, et elle nous dit même que la France est particulièrement problématique sur la question d'une alternative aux pratiques dominantes, et alors là extrêmement discriminantes, et les pratiques musicales étant parmi les plus discriminantes entre les différents milieux artistiques. Et le fait qu'elle nous donne comme exemple les États-Unis et éventuellement l'Allemagne, hein, mais pas la France, et qu'elle associe ça à la défiance des Françaises vis-à-vis des pratiques de non-mixité. On peut discuter bien sûr là-dessus, hein, mais nous savons bien que un des arguments massus, y compris de nos brillantes intellectuelles, pour dire que la guerre des sexes en France n'existe pas, c'est que nous pratiquons la mixité et la séduction entre hommes et femmes, et que donc il n'y a pas de guerre chez nous. Enfin, Hélène pointe effectivement une question qui est la même, mais vue d'un autre point de focalisation, qui est la question de la réception, et on ne peut évidemment que confirmer malheureusement ces constats. C'est que à qui s'adresse-t-on quand on fait une œuvre subversive? D'abord parce que nous savons bien que le spectacle vivant est un des plus segmentés du point de vue socioculturel en France. Hein. Il y a la culture de masse au Zénith, et puis il y a les scènes d'avant-garde, et que tout ça ne se mélange pas. Hein. Et donc nous sommes renvoyés en quelque sorte, cette complexité supplémentaire, et qui caractérise en particulier la France, de non seulement un manque de réflexion sur les questions de rapport de sexe, mais en plus une segmentation socioculturelle des pratiques artistiques qui est sans doute une des plus aiguës dans les pays. Vous avez contribué à élaborer des œuvres représentant la sexualité
Comment vous en est venue l'idée? Quelles étaient vos intentions? Et comment jugez-vous le résultat? Alors pour moi, cette dernière question, elle rejoint la deuxième sur le point des limites dans ce qu'on fabrique. Comment j'en suis venue à participer à la création de films explicites? Je pense qu'au départ, c'est une rencontre. Je rencontre une fille dans un bar lesbien qui me dit « moi, je veux faire un porno ». Cette fille n'a aucun moyen, elle a juste une intention. L'intention, je la trouve intéressante, je participe. Au fil du temps, on a fabriqué des images et on a fabriqué le discours qui accompagnait ces images. Et tout en fabriquant ces images et ces discours, on s'est rendu compte des limites qu'on rencontrait, qui sont intriquées. Alors, en fait, tout à l'heure, quand on me demandait un exemple d'œuvres subversives, j'ai cité des réalisateurs, j'ai cité des gens avec qui j'ai pu travailler aussi. Ce que j'estime subversif, c'est le geste, pas forcément le résultat. Le geste de créer ses propres représentations, le geste de prendre la caméra, de prendre l'appareil photo, de prendre le clavier, le stylo, de prendre son corps pour créer des représentations qui nous ressemblent un peu plus. Ça, je trouve que c'est de l'ordre de la subversion, ce geste-là. Le résultat ne relève pas forcément, ou n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on voulait, ou ne relève pas forcément de la subversion. Un exemple simple, c'est qu'on se dit, voilà, on va créer nos propres représentations, donc dans un geste de subversion par rapport à un discours et des représentations dominantes dans lesquelles on ne se reconnaît pas, et que le résultat, finalement, c'est que, et c'est ce qui est reproché à certaines de ces œuvres, c'est qu'on va reproduire des scènes de domination et de soumission, des jeux de pouvoir, des choses qu'on trouve dans la pornographie mainstream. Sauf que ce sont des femmes qui l'ont fait, ou des personnes trans, et que du coup, on se dit, mais si c'était pour faire la même chose à l'arrivée, avec des corps peut-être un peu moins normés, un peu moins jeunes, un peu moins musclés, un peu tout, où est la subversion? Donc ça, c'est une première limite. Et en fait, c'est une limite, j'ai mis le doigt dessus quand j'ai interviewé Catherine Coringer pour un article sur la pornographie et les féministes, pour la revue GSS. Elle me disait, Catherine Coringer est une réalisatrice de films que j'appellerais expérimentaux, même si elle ne se reconnaîtrait pas forcément elle-même dans cette description. Elle me disait, je me demande si c'est possible de fantasmer en dehors de la cage mentale qui a été construite pour nous depuis des millénaires, et cette cage mentale, c'est le patriarcat. Et c'est une vraie limite, parce qu'on se dit, voilà, je vais créer mes propres représentations, sauf que notre esprit est tellement façonné par cette cage mentale, on a grandi dedans, qu'on en est venu à érotiser des choses qui relèvent de la domination masculine. D'accord? Alors effectivement, si c'est des pratiques qui sont de l'ordre, qui sont consensuelles, qui sont effectuées, qui ont lieu entre des personnes majeures, consentantes, et qui sont en pleine disposition de leurs moyens psychiques pour dire oui ou non, on ne peut pas leur reprocher. Sauf que ça pose quand même cette limite-là. Qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? Et donc la subversion, elle est dans le geste de créer ses propres représentations, mais elle échoue parfois dans le résultat. Et pour moi, c'est un horizon qu'on n'atteint pas forcément. L'autre limite, c'est celle des publics, parce que avec le genre expérimental, par exemple, on peut créer des représentations qui sortent des schémas, qui viennent bousculer, qui viennent déconstruire, qui viennent secouer les grilles de la cage mentale, d'accord, du patriarcat. Sauf que dans le genre expérimental, on va toucher moins de public, on va toucher moins de monde. Du coup, on se heurte à une autre limite, qui est que finalement, les gens qui regardent du porno expérimental, c'est un public plutôt middle class, blanc, éduqué par l'université française, qui va fréquenter des circuits intellectuels auxquels n'a pas accès tout le monde. Donc ça reste élitiste finalement, ce genre de subversion-là. Et la dernière limite que je voudrais pointer, c'est que les gens qui vont dans ce type de pratique, qui ont ce geste de subversion et qui participent à ces productions-là, ce sont des gens qui peuvent se le permettre. Tout le monde ne peut pas se permettre d'eux. Alors c'est pour ça que finalement, dans ces productions, on a des gens qui sont plutôt blancs, plutôt éduqués au sens ils sont à l'université, plutôt middle class, qui n'ont pas grand-chose à perdre peut-être, ou qui, si ils le perdent, ça ne les met pas en danger par rapport à leurs ressources économiques ou à leur entourage. C'était très difficile pour, par exemple, One Night Stand, le premier projet d'Émilie Jouvet, de recruter des personnes qui acceptaient de donner leur image sexuelle, leur corps, dans un projet ethnopornographique,
et qui allait rester et soutenir ce projet. En fait, on a eu la moitié des personnes qui ont participé qui se sont désistées en disant « Oh là là, si ma mère voit ça, oh mon Dieu, bah, je viens d'avoir un nouveau travail. » Moi-même, en tant qu'enseignante à l'université, je me suis dit « Bon, je me grille peut-être pour toujours. » J'avais d'autres ressources, j'écris par ailleurs, etc. Et donc finalement, j'ai pris un risque, mais c'est un risque que je pouvais me permettre. D'autres personnes ne peuvent pas se le permettre. Il y a des gens qui peuvent même pas dire qu'ils sont homosexuels. Je souhaiterais radicalement m'inscrire, à savoir le sexisme ordinaire du cinéma, dominé par les hommes, et dont l'intervention, si vous avez eu l'occasion de l'entendre, de Jean-Pierre Mocky samedi soir, d'un machisme éhonté me semble tout à fait emblématique. Donc dans le cadre de l'émission On n'est pas couché. Donc m'inscrire contre le sexisme ordinaire du cinéma dominant et contre la pratique trop répandue du harcèlement sexuel dont les actrices sont les victimes. C'est une question qui est trop rarement soulevée lorsqu'on se penche sur les représentations de la sexualité au cinéma, qui me paraît évidemment pourtant complètement essentielle, en particulier dans le cadre des assises sur l'égalité entre hommes et femmes. Donc les exemples récents, hélas, abondent. On pourrait bien sûr parler de l'affaire Polanski en cours, avec cette idée qu'est-ce que vaut une fillette de 13 ans face à une palme d'or ? Mais j'évoquerai plutôt ici l'affaire Jean-Claude Brissot, donc cinéaste poursuivi pour harcèlement sexuel, agression sexuelle et escroquerie devant le tribunal correctionnel de Paris, et finalement condamné en 2005 à 1 an de prison avec sursis et 15 000 € d'amende pour harcèlement sexuel sur 2 jeunes actrices lors du casting de son film Chose secrète en 2002. Le film raconte l'histoire de 2 jeunes femmes de milieux défavorisés qui décident d'utiliser le sexe pour leur ascension sociale. Et une des scènes phares et chocs du film montre le trouble des jeunes femmes se masturbant. Et la justice a reproché au réalisateur d'avoir abusé de son autorité de cinéaste pour obtenir les faveurs sexuelles des 4 jeunes actrices qui espéraient évidemment décrocher un premier rôle dans le film. Donc l'affaire a été l'occasion d'une mobilisation absolument nauséabonde de la profession du cinéma, qui signa massivement une pétition de soutien aux cinéastes. C'est une pétition qui circulait sur Internet et dont les signataires déclaraient, je les cite, « Nous aimons les films de Jean-Claude Brissot. Nous avons vu et admiré De bruit et de fureur, Noces blanches, L'ange noir, Chose secrète, etc. La manière dont certains médias ont rendu compte du procès qui lui est fait nous semble insupportable. C'est un artiste blessé. Jean-Claude Brissot n'est pas seul, nous sommes à ses côtés, nous le soutenons et attendons ses films à venir, tous ses films. » Donc le soutien des signataires était manifestement complètement inconditionnel, et à les en croire, comme notait le communiqué de la VFT, donc l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, et qui s'intitulait Affaire Brissot, immunité artistique ou principe de responsabilité individuelle. Eh bien, la fonction de cinéaste exonérerait Jean-Claude Brissot des violences commises à l'occasion des essais préalables à la réalisation de ses films. Et le texte de préciser que, pourtant, évidemment, les exigences sexuelles du cinéaste n'avaient rien de professionnel. Elles visaient la satisfaction d'un désir sexuel purement personnel. Il me semble que cette affaire, ce procès est complètement emblématique, puisque on a vu donc une grande partie de la profession quand même cinématographique se mobiliser en sa faveur et utiliser en fait l'art comme prétexte évidemment à ce qui était évidemment des actes de violence sexuelle absolument insupportables et parfaitement réprimés par la loi. Et les femmes plaignantes avaient répondu dans un contre-texte. Parce que l'on fait du cinéma, parce que l'on met en scène le rêve, le fantasme, l'imaginaire, on a le droit, en toute impunité, de harceler, d'agresser, de détruire autrui. Donc il me semble que c'est quelque chose qui reste parfaitement d'actualité. Et juste encore une précision, il y a à peu près que la maison du court-métrage à l'époque, donc pas la partie, disons, économiquement la plus importante, évidemment, de l'industrie du cinéma, qui a lancé une contre-pétition dénonçant cet amalgame insupportable qui était fait entre liberté d'expression, liberté artistique, et les faits, évidemment, pour lesquels Brissot avait été jugé. Et la maison du court-métrage suggérait que la question n'était pas tant, finalement, que peut-on demander à un comédien dans l'exercice de son métier, mais plutôt le comédien peut-il, et la comédienne bien entendu, peut-elle, surtout même la comédienne, se protéger contre des demandes qui excèdent le cadre du travail. Donc on est toujours dans ce schéma des hommes créateurs contre les femmes créatures, et je pense que, à mon avis j'ai dépassé déjà quasiment le temps, non ça va.
Donc c'est quelque chose qui mérite évidemment de continuer à être réfléchi et il faudrait à mon avis aussi le mettre en perspective avec les rôles évidemment qui sont attribués aux femmes dans le cinéma. Alors je renverrai au documentaire de Delphine Seyrig de 1976 qui s'appelle Sois belle et tais-toi, dans lequel elle interviewait des actrices, 24 actrices françaises et américaines, et à qui elle demandait en fait quelle était leur expérience en tant qu'actrice, et elles expliquaient qu'elles avaient évidemment toujours eu au cinéma, quasiment exclusivement des rôles renvoyant finalement, modelés par les fantasmes. On a cette question, je veux du coup parler un petit peu de ma vie et expliquer comment je suis arrivée à la musique, puisque je suis arrivée à la musique avec l'intention, non pas musicale, mais l'intention de déconstruire un petit peu les rapports sociaux de sexe et parler de la sexualité. Donc je suis arrivée à la musique en étant hétérosexuelle. C'est important de le préciser. Et en écrivant des textes, donc j'ai créé un groupe de musique qui s'appelait Armazone, un groupe de 12 musiciennes, et avec lequel j'ai créé différents morceaux, notamment un qui s'appelait Pubistory, où je parlais du cunnilingus kiss. Enfin, j'étais à l'époque dans une vision très hétéropédagogique, parce que c'est comme ça que je l'appelle en fait, l'art un peu. Une certaine forme d'art qui tente de bouleverser, de changer les rapports sociaux de sexe, et qui est effectivement dans Éric Fassin l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire en parlant du film Baise-moi, c'est-à-dire vraiment cette intention pédagogique de changer les choses. Et donc ce groupe-là est devenu de fil en aiguille un groupe qui a commencé un petit peu à faire des concerts et tout ça. Et puis bien sûr à un moment donné confronté au problème de la production, qui est inévitable. Alors on a eu des passages télé, parce que évidemment au moment de la loi sur le voile, ils avaient besoin de féministes pour faire passer leur loi. Donc on a servi de crédit à la politique gouvernementale. On est quand même passé sur Canal+, aucun festival ne nous a jamais programmé. Enfin, on a eu des concerts bien évidemment, mais rien qui puisse nous professionnaliser avec ce groupe. Et puis de fil en aiguille, moi, durant cette carrière, ma sexualité a changé. Et puis je me suis dit à un moment donné, j'ai plus envie de faire de la pédagogie, j'ai envie de faire de l'art. Et pour faire de l'art, je me suis dit, en tant que lesbienne, pour faire de l'art lesbien ne peut être créé et montré que entre lesbiennes, puisque je pense que l'art lesbien n'est plus lesbien à partir du moment, la sexualité lesbienne n'est plus lesbienne à partir du moment où elle est montrée à des hommes, elle prend un caractère hétérosexuel de fait. Donc j'ai commencé à créer des espaces musicaux et des espaces culturels non mixtes, lesbiens et féministes. Donc j'ai créé un groupe qui s'appelait Tribad. J'ai créé aussi avec d'autres un espace culturel qui s'appelait La Barbare, qui était un espace d'expression culturelle et politique qui était à Bagnolet, un lieu complètement autogéré et associatif, où il y avait des événements culturels. Et j'ai trouvé dans cette non-mixité, ce séparatisme, un vrai épanouissement, un épanouissement artistique et un épanouissement intellectuel, une certaine intégrité aussi. Et le fait est qu'avec ce groupe Tribad dans lequel je joue encore actuellement, et je terminerai là-dessus, nous ne jouons qu'à l'extérieur de France. Nous avons joué en Allemagne, nous avons joué en Serbie, nous avons joué en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Croatie, en Suisse. Mais la seule fois où nous avons joué en France, c'était au Festival Cinéfab, festival non mixte à Paris. Non pas que nous recherchons absolument toujours la non mixité au niveau du contexte de nos prestations, mais au moins que le concert soit organisé dans un cadre féministe et lesbien avec une démarche différente. Et le fait est que ces espaces sont inexistants en France. Aucun espace n'accueille et ne valorise ce type d'expression et dans cette dynamique-là. Pas sur les représentations de la sexualité. Mais je vais quand même utiliser mes 5 minutes pour vous expliquer non pas mes choix artistiques, mais mes choix politiques. Si je ne travaille pas sur la sexualité en tant qu'artiste féministe, c'est que pour moi, le travail de déconstruction des genres, de changement des normes et des modèles, ça passe avant tout par un travail dans les corps et sur les relations entre les corps, un travail sur le genre, non pas les genres, comme processus de construction de soi et des rapports, y compris amoureux et sexuels.
Travail dans les corps, c'est pas sur les apparences, les costumes, etc. Mais c'est sur la connaissance, l'appropriation de ce corps, le rapport à l'espace, on sait bien qu'il n'est pas le même pour les femmes et pour les hommes, à la projection, au saut, à la dynamique, à la temporalité aussi. Je prends ma place et je prends mon temps. À la présence, au plaisir aussi au niveau du corps. Le rapport aux énergies. Que les danseuses puissent mobiliser une énergie, être là assis sur la chaise, je ne vais pas le faire, et sauter sur la table d'un seul coup. Les hommes y arrivent. Les femmes ont beaucoup plus de mal. On n'est pas socialisé pour ça. Voilà, type de travail. Inversement, que les hommes ne mobilisent pas tout systématiquement, mais puissent un petit peu faire circuler les choses. Bien. Travail sur les relations. Déjà, peut-être, poser que toute relation entre deux individus, entre deux corps, ne sont pas nécessairement de la sexualité. Il y a plein de choses aussi. Travailler sur les relations de pouvoir. Qui prend le plus de place? Des choses toutes petites. Qui prend la main et qui donne la main? Dans un duo mixte, il n'y a absolument aucune raison esthétique pour que l'homme soit systématiquement plus grand que la femme. Les tailles se répartissent dans les compagnies sous forme de courbe de Gauss. Il y a toujours une zone de chevauchement. Donc la femme peut être plus grande que l'homme. Évidemment, tout ce qui est de l'ordre des portées. Et là, évidemment, je mobilise la danse contact des années 1970, qui a fondamentalement remis en question les rapports de pouvoir entre les danseurs. Bon, s'il y a des questions, je pourrais vous expliquer. Et qui, en France, n'a jamais eu le succès qu'elle a eu ailleurs, dans les pays anglo-saxons, en Allemagne, aux Pays-Bas. Donc tout ça, c'est plein de petites choses qui ne font pas hurler à la transgression, mais qui sont importantes. Donc voilà, moi je ne cherche pas à transgresser, je ne pense pas que ma danse soit particulièrement subversive, et je ne travaille pas sur la sexualité. Mais quand même, il arrive que quand je donne un spectacle devant un public de féministes et de lesbiennes, certaines viennent me voir après et me disent « Waouh, c'était bien, c'est de la danse lesbienne, on voit tout de suite, c'est dans ta façon de bouger. » Alors, bon, je pense que moi, c'est plutôt lié à mon travail justement de féministe et puis mon travail de danseuse. Mais en réfléchissant à la question posée, je me disais que cette réception-là, elle existe. Et peut-être que finalement, et sans le vouloir, j'ai trouvé une façon de parler aussi de sexualité et qui ne va pas du tout passer par le travestissement, les drag kings, etc. Bon, je dirais qu'il y a à la fois de la modestie dans leurs propos et en même temps, on sent que quelque chose est possible. Mais quelque chose est possible dans la modestie, sans doute parce que ce sont des femmes, évidemment, aussi qu'elles parlent comme ça. Hein. Elles ont tendance à systématiquement sous-évaluer leur travail. Hein. Et nous allons essayer de ne pas le faire, nous. Donc, il me semble que à la fois ce qu'elles nous disent témoigne du fait que la création peut quelque chose. Et ce qui me paraît le plus intéressant peut-être dans leur réflexion, dans leurs remarques, c'est justement que, contrairement à un discours malheureusement assez courant, il n'y a pour elles aucune contradiction entre la création et la réflexion sur les rapports de sexe. Ça me paraît essentiel. C'est-à-dire l'idée qu'on peut être créatif tout en étant critique sur les rapports de domination que nous subissons ou que nous vivons. Hein. Et bon, comme vous le savez, une des casseroles que nous traînons en France, il y en a eu pas mal qui ont été évoquées là, mais une des casseroles que nous traînons, c'est l'idée que l'art, le vrai, est quand même du domaine de l'ineffable et que les approches socioculturelles de l'art le trivialisent. Hein, moi, j'entends ça tous les jours dans mon département de cinéma. Hein, et je vous assure que ce n'est pas bien vu ce que je fais. Parce que l'artiste, hein, c'est quelqu'un qui est, comme nous l'a rappelé Hélène Fleckinger, qui est au-dessus des lois et il est aussi au-dessus des normes. Hein.
Et donc, ce que nous disent nos 4 intervenantes, chacune à leur manière, selon l'endroit où elles sont, c'est que on peut à la fois être créatrice et être politique. Bon, j'ai envie de retenir ça parce que c'est quelque chose qui est stimulant, je trouve, et de ne pas trop insister parce que je l'ai déjà fait avant sur toutes les difficultés que par ailleurs auxquelles elles sont confrontées et toutes les difficultés, je dirais, auxquelles elles sont confrontées en France, hein, qui sont, comme vous l'avez compris et comme vous le savez bien entendu, chacun et chacune d'entre vous dans vos pratiques, qui sont sans doute pires que dans la plupart des pays qui nous sont comparables. J'ai beaucoup apprécié tout ce que j'ai entendu. Je vais néanmoins proposer une critique, mais qui sera une critique parce que ça m'a intéressé, enfin une critique collective. Il me semble, je me disais, l'expression désespéré Billancourt pourrait avoir un certain sens aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il me semble que des personnes dont les points de vue sont très différents peuvent se retrouver ici en disant finalement on essaye des trucs mais il ne faut pas se faire d'illusions, etc. Il me semble que la tonalité générale était pas totalement grisante d'un point de vue féministe. Ça ne veut pas dire que je sois en désaccord donc je prends au sérieux ce que vous dites, hein, je ne suis pas du tout en train d'ironiser, mais je me disais ça pose quand même un problème. Le féminisme vise à changer l'ordre des choses, pas simplement à constater que ça va mal. Non, mais pas tout, pas etc. Bon. Mais il me semble que du coup, une des difficultés, c'est quand on se dit à juste titre que effectivement il y a des prisons mentales, que effectivement il y a des structures de fantasmes, la maison du maître et tout ça. Enfin, je suis d'accord avec tout ça, mais ça veut dire qu'au fond, le féminisme à juste titre rappelle il y a la domination. Et en gros, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas, etc. On est bien d'accord. Mais si on veut essayer de penser que c'est pas immobile, qu'on a une petite prise sur le cours des choses, etc., le terme de domination n'est pas toujours à ce moment-là le plus utile. Il ne s'agit pas de l'évacuer, il ne s'agit pas d'y renoncer, hein, mais il s'agit de se dire que ça n'épuise pas tout. Et il me semble que ce qui se joue dans les rapports de pouvoir n'est pas simplement la répétition de la domination. Donc, par exemple, des notions comme celle de resignification, il me semble qu'elles sont utiles dans la mesure où elles permettent de se dire que ce n'est pas seulement quand on reste dans l'entre-soi minoritaire, même si c'est légitime et même si je ne sous-estime pas l'importance de ça, mais ça n'est pas seulement de cette manière-là qu'on peut ébranler un petit peu les choses. Bref, je me disais qu'il serait important de ne pas... En gros, s'il y avait des étudiants de 25 ans dans cette salle qui se disaient est-ce que le féminisme, ça peut aider à faire bouger les représentations, il me semble que c'est une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut ressortir sans être entièrement désespéré, et au-delà de la tonalité, c'est-à-dire non pas de dire ça va bien, mais quels sont les instruments théoriques, et est-ce que penser en termes de rapport de pouvoir et pas uniquement en termes de domination, ça peut être une manière de faire. Vous parlez de la désespérance dans la deuxième partie de mon deuxième livre. En fait, ce livre, il est structuré en 4 parties. Il y a l'amour, la haine, les jeux et les mots et le monde. Ce sont des textes qui partent d'émotions brutes. La colère me fait écrire, le désespoir me fait écrire, la joie me fait écrire, le plaisir me fait écrire. Donc il n'y a pas que de la désespérance dans ce livre. Mais effectivement, il y en a. Alors, effectivement, on est très pessimiste aujourd'hui. Mais il y a un au-delà de ça. Une fois qu'on a fait le constat, effectivement, je vais rester sur l'image de la cage mentale qui a apparemment marqué les esprits. Une fois qu'on fait le constat qu'il existe cette cage mentale, qu'il est difficile de fantasmer en dehors d'eux, effectivement, on se pose la question des stratégies. Donc, il y a le rejet total et la recherche d'autre chose, dont on sait que c'est difficile. Il y a la resignification, effectivement. Je me suis vue reprocher lors d'un spectacle le parangon d'hétérosexualité que j'incarnais avec mon partenaire, qui est une butch, c'est-à-dire une femme très masculine, et moi j'ouvrais le spectacle en faisant un striptease paré de barésie, d'un corset, etc. Donc tous les attributs de l'hyperféminité. Et j'ai répondu, oui, on est tellement hétérosexuel qu'on se fait insulter dans la rue. Donc on est dans une resignification, et le simple fait que nos corps qui portent ces attributs-là ne soit pas le corps de 2 personnes hétérosexuelles, ça véhicule autre chose dans la société. Donc je suis d'accord avec la resignification comme... Enfin, j'invente rien. Et ensuite, je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est sortir de la culpabilité. Parce que se sentir coupable, c'est pas très féministe comme sentiment, ça mène nulle part.
Et c'est ce que je raconte dans Fantasme, un texte de Insurrection. La narratrice fait le constat de son échec à fantasmer en dehors de la cage mentale qui a été construite pour elle des millénaires avant sa naissance. Elle fantasme de gangbang. Quoi de plus violent? D'accord? Et elle part de ce constat d'échec sur sa capacité à fantasmer ailleurs, au-delà, en deçà, au-dessus de cette cage mentale. Et en fait, je pense que ça se termine sur une note de joie, de puissance, qui est, elle décide de ne pas culpabiliser. Et c'est là que se situe le féminisme de cette narratrice, en fait. Elle dit je m'en fous. Et elle dit maintenant j'ai faim, j'ai joui, j'ai faim, je vais me faire un steak. Voilà. C'est simple comme ça. Peut-être que la pierre d'angle pour changer le monde n'est peut-être pas au niveau des représentations culturelles et artistiques de la sexualité aujourd'hui et maintenant. Que peut-être qu'on peut attaquer le problème par un autre côté. Moi aussi, on m'a proposé de participer à un programmateur qui avait tout compris. Je lui ai dit, je travaille sur les rapports sociaux de sexe. Il n'a pas entendu le rapport de sexe. Il m'a dit, je veux faire un festival érotique. Est-ce que tu veux pas participer? Bon, je dis toujours oui, parce qu'une programmation, ça se refuse pas. Et après, j'étais très embêtée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire justement, comme tu disais, moi je veux pas faire ce qui est défini comme érotique. Et ce que Michael Dufresne disait, l'érotisme, c'est un érotisme pour hommes. Donc j'étais embêtée, le festival s'est pas fait, j'ai été sauvée in extremis. Mais donc pour ce moment, je ne vois pas comment changer le monde par la représentation de la sexualité. Mais c'est pas grave, je vais le changer autrement. Mon petit moyen sur scène, et je prétends pas, il faut pas croire que l'art va changer le monde comme ça non plus. Non. On apporte une petite pierre, on peut changer des visions de certaines choses. Moi, ça passe effectivement par le corps et pas du tout par la resignification, etc. Parce que bon, je suis peut-être très pragmatique, mais depuis les années où on resignifie les choses et que ça change pas, je me dis que c'est peut-être pas la bonne stratégie. On a essayé. Voilà. Donc, allons créer d'autres choses. Et puis, si ça marche pas, on essaye ailleurs. Mais non, on n'est pas désespéré. On fait juste un constat. Et puis, on cherche d'autres voies. Les choses se reconvertent et rien ne change sur le champ de la représentation des sexualités et sur nos domaines respectifs. Là, moi, j'ai parlé de la petite frange très très en vue, le sommet de l'iceberg, très parisien, très élitiste, etc. Mais il y a beaucoup d'autres productions. D'abord, ailleurs, j'ai cité Lloyd Newson qui fait un travail excellent. Il y a en région aussi, il y a des gens qui font des travaux très intéressants. Donc il y a des petites choses qui bougent. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand ça bouge réellement, finalement, c'est pas les gens qui mettent le discours sur la transgression. Ils font et on se dit ah tiens, ça c'est nouveau. Ça, j'avais jamais vu. Et parfois, ça se passe dans des spectacles de néoclassique. C'est-à-dire que l'esthétique, finalement, n'importe quelle esthétique peut être très conservatrice et n'importe quelle esthétique peut être, j'aime pas subversive, mais disons novatrice simplement. Enfin, moi là, ce qui m'intéresse dans le contexte du cinéma, c'est plutôt celui de la transformation effectivement des rapports sociaux de sexe et de la transformation sociale en général. Et il me semble que on aurait adopté cet angle-là, on aurait plus facilement proposé des pistes plus, disons, rassurantes, ouvertes sur la possibilité de l'art de contribuer à la transformation sociale, puisque à partir du moment où on transforme par le biais des représentations, les rapports sociaux, évidemment, on interroge simultanément la sexualité. Mais il est difficile d'interroger la question des représentations de la sexualité sans l'articuler à cette question de la transformation des rapports sociaux de sexe. Et je pense qu'on a été un petit peu, enfin, on en avait discuté un peu. Moi, j'ai été personnellement assez mal à l'aise sur cette articulation. Et je voulais juste dire quelque chose, c'est que il me semble que la politique est une chose rare. Et ce qui nous brouille complètement dans l'art, dans des réflexions sur les représentations donc culturelles et artistiques, c'est qu'on est complètement marqué par un discours complètement mythifiant, à savoir que tout art serait politique, qu'il y aurait une espèce d'essence subversive de l'art. Or non, la politique est quelque chose de rare et l'art politique est une chose rare. Oui, mais justement, il suffit pas de représenter même frontalement une sexualité dissidente ou autre pour que ce soit un art qui puisse contribuer à la transformation sociale. Et ce sur quoi on n'a peut-être pas insisté, c'est qu'il existe évidemment des pratiques artistiques que moi je qualifierais d'utopiques, et c'est-à-dire qu'il y a des représentations qui donnerait à voir des possibilités réalisées. Il me semble que c'est là que se joue peut-être le potentiel politique de l'art, dans le fait de représenter
une autre vision du monde, d'autres rapports possibles, notamment entre hommes et femmes, entre femmes, etc. Et juste par rapport au cinéma encore, ça passe évidemment, à mon avis, par la nécessité, je le répète quand même, de s'affranchir des normes dominantes du cinéma. Et dernière chose, mais c'est très lié, c'est que l'art est quand même une production d'images et que donc à partir de ce moment-là, ça véhicule une idéologie. Et c'est là que effectivement, il y a des structures qui existent, comme par exemple la structure des élus contre les violences faites aux femmes, qui essayent de faire pression sur les élus pour que les fonds publics ne soient pas attribués par exemple à des artistes comme Orelsan. Mais je pense qu'il faudrait étendre l'action à imposer la parité dans les salles subventionnées, ce qui me semble totalement utopique, pour le dire franchement, mais auquel on pourrait, travailler, et donc vraiment exiger enfin, il vous suffit simplement d'ouvrir un catalogue de festivals de musique, enfin n'importe quel catalogue, vous comptez le nombre d'artistes femmes, vous comptez le nombre d'artistes femmes instrumentistes, et vous avez le constat déplorable de l'absence des femmes dans les musiques actuelles. Donc, mais sinon au niveau des stratégies, c'est-à-dire que pourquoi aussi tout d'un coup on a ce rap-là aussi, c'est parce qu'à un moment donné on s'est débarrassé véritablement des jeunes garçons dans les banlieues, en les enfermant dans des salles municipales de maisons de quartier, en les enfermant comme ça avec un micro pour qu'ils puissent se défouler, sans qu'il y ait aucune prise en charge au niveau de la formation musicale. C'est-à-dire que les conservatoires n'ont jamais pris en charge la formation en musique actuelle. C'est une chasse gardée, les conservatoires, qui se ferment totalement aux populations qui, par contre, financent leur fonctionnement. C'est-à-dire qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, où je travaille, vous avez des conservatoires où il y a pratiquement que des blancs, classe moyenne ou riches, ce qui est inadmissible. Donc aujourd'hui en France, la formation en musique actuelle est quasiment réservée à certains, et que tous ces jeunes ne bénéficient pas de formation. Donc qui dit formation dit aussi une certaine éducation, non pas des valeurs, mais enfin quand même, voilà. Donc, et en plus, c'était des espaces qui étaient totalement fermés aux filles. Puisque les filles, elles, voilà. Donc, moi, je crois qu'il y a une vraie politique des musiques actuelles qui doit être mise en place partout, d'ailleurs, aussi bien dans les collèges, au travers des classes à horaires aménagés musique, que dans les maisons de quartier, dans le secteur socioculturel, pour que ça change et pour que les filles s'emparent des musiques actuelles et que le discours change un petit peu au niveau des musiques actuelles. Pour vous signaler le rapport qui a été fait par Reine Pratt, qui est intervenu tout à l'heure, qui est chargé de mission sur l'égalité homme-femme au ministère de la Culture, sur le spectacle vivant. Vous trouverez son rapport sur le site du ministère de la Culture, et qui est très très malheureusement extrêmement édifiant sur la domination masculine dans l'art, et dans l'art d'élite en particulier. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut rendre visible, parce que ça fait partie des fictions françaises que de croire que chez les artistes, il y a que des pairs, il y a que des égaux, et que il est absolument inapproprié de parler de rapport de pouvoir quand on est avec des artistes. Je pense qu'on a donné l'impression de faire un constat négatif et sur les possibilités de changer le monde à travers l'art, mais quand même, au départ, on est là parce qu'il y a des femmes qui prennent le stylo, le clavier, l'appareil photo, la caméra, leur corps, et qui vont produire. Et ça, c'est extrêmement puissant. On a parlé des Riot Girls, on parle de gens qui dansent, qui chantent. Ça existe, c'est là. Après, effectivement, je pense qu'on est un peu perplexe sur la question de la réception et du résultat des productions. Une partie de l'opinion, la violence était beaucoup moins acceptable quand elle était pratiquée par des femmes que par des hommes. Mais je pense aussi que le problème de fond, c'était que dans ce qu'on appelle le cinéma traditionnel, puisque Baise-Moi n'était pas un film pornographique, mais un film traditionnel avec du sexe explicite, on montrait en fait pour la première fois du sexe explicite qui n'était pas destiné à provoquer l'excitation chez le spectateur,
enfin pas dans chaque scène, et qui n'était pas non plus comme ça a été très en vogue chez d'autres réalisateurs traditionnels ensuite, qui n'était pas non plus, qui n'avait pas vocation à choquer le spectateur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs films comme Gaspard Noé ou et j'ai pas toute la liste des titres en tête en ce moment, mais donc on insérait des gros plans de sexe explicite dans un but de provoquer un choc émotionnel et esthétique. Et en fait, donc le problème avec Baise-moi, c'est que le sexe était filmé et montré d'une manière extrêmement naturelle. C'était filmé en fait exactement comme toutes les autres actions qu'elle faisait, comme quand elle marchait, comme quand elle dansait, comme quand elle mangeait. Et je pense que ça a beaucoup dérangé. C'est très bien qu'on parle de Ella Pompidou parce que moi ça m'a vachement questionnée. Bon, je trouve ça très bien et en même temps je me dis c'est comme la journée de la femme pendant 1 an. Non mais je suis dure, mais en fait je trouve que l'initiative elle est très bien, c'est de l'ordre de l'affirmative action et pourquoi pas. Sauf qu'en fait en tant que femme artiste on se retrouve toujours prise dans cette espèce de paradoxe qui est que on produit en tant que femme. Moi, je produis en tant que femme. Je travaille avec des femmes. Je suis fière, je suis joyeuse et puissante de travailler avec ces femmes-là. Je revendique ce statut-là. Sauf qu'au moment où ça devient une assignation, tout d'un coup, il se passe un truc de l'ordre du décrochage et de la délégitimation. C'est-à-dire qu'on va parler de vous en tant qu'artiste femme. On ne dit pas artiste homme. On va parler de vous en tant qu'écrivaine lesbienne. On ne dit pas écrivain hétérosexuel. C'est là le problème, en fait. Donc, le statut de femme, artiste, écrivaine, tout ce que vous voulez, c'est une source de puissance, d'affirmation, de fierté. C'est quelque chose d'énorme, c'est comme une machine de guerre quand on est dans l'affirmation de soi. Par contre, c'est une source de délégitimation quand c'est le média ou l'institution qui vous colle l'étiquette. Voilà. Donc, je dis pas c'est bien ou mal en soi. Je dis que moi, justement, ça pointe ce paradoxe-là dans lequel on vit en tant que femme artiste. Ce groupe Lazare Amazon, vous pouvez pas imaginer le nombre d'appels qu'on avait le 8 mars pour organiser un concert, parce que toutes les municipalités y allaient de sa petite recherche de groupe de filles pour pouvoir organiser un concert. Donc c'est vrai que quand on est effectivement les femmes dans l'espace d'une exposition ou l'espace d'un jour, c'est vrai que ça a des côtés vraiment pénibles. Par contre, je voudrais réagir à ce que vous disiez concernant ces expressions d'enclave marginale de diffusion ou cette expression d'entre-soi. Moi, je suis assez, j'aime pas trop cette vision très péjorative que l'on a des enclaves marginales et des entre-soi, ou alors on appellera ça du ghetto. Pour certains, beaucoup de lesbiennes disent moi j'aime pas le ghetto, j'aime pas être dans le ghetto. Et ce qu'on y colle d'uniformité et de manque de diversité. Moi, je sais que dans ces espaces-là, j'ai vécu et je vis une diversité, notamment culturelle et d'origine, que je n'ai jamais vécue dans les espaces artistiques blancs, classe moyenne bourgeoise, dans lesquels j'ai pu évoluer par ailleurs avant. Donc, je crois qu'il faut quand même, et moi, ces enclaves marginales de diffusion ou de création, ce sont des enclaves, ce sont des espaces formidables de liberté, très épanouissants pour les artistes qui y sont, très valorisantes aussi parce qu'on n'est pas dans la justification de soi systématique et dans l'explication de son art et dans l'explication de sa démarche. On n'est pas dans une démarche pédagogique. Moi, je suis prof, donc je gagne déjà mon argent en étant prof de chant. J'ai pas envie d'être prof d'art ou prof de rapports sociaux de sexe dans mon art. Donc il y a une espèce de liberté comme ça et qui est très appréciable et donc comment dirais-je discriminer un petit peu ces enclaves marginales, ces entre-soi, je trouve que c'est un petit peu regrettable. On ne peut pas en vivre à partir du moment où on fait rien pour œuvrer pour qu'il y ait plus d'espace de ce type. C'est évident que si on se dit mon argent je le gagnerai pas là-bas donc je vais aller ailleurs, c'est pas avec ce type de démarche en tant qu'artiste qu'on va aider à la propagation de ce type d'espace. Je pense qu'aujourd'hui, et ça j'en suis convaincue, si aujourd'hui les États-Unis ont un président noir, c'est bien parce qu'à un moment donné il y a eu les Black Panthers et parce qu'il y a eu effectivement ces entre-soi Black aux États-Unis, et certes peut-être un peu agressif, mais je pense que c'est quand même pas anodin.